C'est vendredi. Merci de nous recevoir chez vous pour le dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, prise en charge précoce des enfants handicapés. C'est l'intitulé d'une conférence qui a été organisée par le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS. Une conférence dont vous aurez la quintessence en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition, aucune nécessité de la prise en charge précoce des enfants handicapés est l'intitulé de la conférence organisée par le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS en partenariat avec Déficience AO. Dame Thérèse Kafando, DG du CEFIS et ses collaborateurs tirent la sonnette d'alarme pour un accès à un soutien adéquat donc à la petite enfance. Plus de détails avec Odette Zouangena, Gédon Tapsoba. 15% de la population mondiale vit avec un handicap. Les statistiques en date de 2021 au Burkina Faso du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues font état de 60 724 enfants en situation de handicap, dont 49 301 au primaire. Ces données assez importantes inquiètent la directrice générale du Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS et son partenaire Déficience AO. Il tire ainsi la sonnette d'alarme sur la nécessité de la prise en charge précoce des enfants handicapés, malheureusement victimes de négligence. La discrimination et le peu d'intérêt à leur endroit restent perceptibles dans tous les domaines. Bien que plus que vulnérables aux problèmes de développement, les jeunes enfants avec un handicap sont souvent négligés dans les programmes et les services ordinaires conçus pour assurer le développement de l'enfant. Ils ne reçoivent pas non plus le soutien indispensable pour accéder à leurs droits et répondre à leurs besoins convenablement. Alors, garantir l'accès à un soutien adéquat, comme l'éducation précoce, l'intervention précoce auprès de la petite enfance peut contribuer à garantir les droits des enfants handicapés en promouvant une enfance enrichissante et satisfaisante et en les préparant ainsi à la participation pleine et effective à l'âge adulte. Le manque de prise en charge précoce des enfants en situation de handicap développe un trouble de personnalité engendrant un repli sur soi, un manque de confiance, un handicap à vie, un enfant très sensible aux critiques, mauvais jugement ou auto-sabotage, une déviation du développement psychomoteur, un retard de croissance, et cela peut provoquer également un banditisme, une charge sociale très compliquée et il faut plus de temps pour réaliser un résultat remarquable. Pour y remédier, l'apport des associations et organisations de personnes handicapées à travers la sensibilisation et celui de l'État via l'équipement des structures de prise en charge en matériel adéquat pour le dépistage précoce sont vivement attendus. À cela s'ajoute la responsabilité des parents par la fréquentation des centres de santé pour la consultation prénatale, le suivi et le respect du calendrier vaccinal de l'enfant et l'acceptation dans le cas échéant de la situation de leurs enfants par leur implication dans leur éducation. De CEFIS, l'on retient que c'est la toute première école inclusive et centre de référence en Afrique de l'Ouest spécialisée dans l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées et celles sans handicap. Le centre a vu le jour en 1988 grâce à la vision du feu pasteur Abel Kafando. Voilà donc et quels peuvent être les facteurs de déficience chez les enfants. À cette question, nos reporters Odette Zouangena et Gédon Tapsoba ont tendu le micro à un spécialiste de santé qui nous apporte plus de précisions.
les facteurs de déficience chez les enfants sont généralement congénitales. Voilà. Quand nous disons que c'est congénital, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a commencé depuis la conception. Je vous donne un exemple de cas pratique. Quelqu'un qui rentre dans son salon, sa femme enceinte a mis son pied sur la table et il enlève sa ceinture et il chicote la femme parce que la femme va gâter sa table. La femme qu'il a épousée. C'est des cas pratiques de service que je vous explique. Une femme enceinte dont on peut priver de la nourriture. Une femme enceinte qui ne peut pas continuer dans l'harmonie les rapports sexuels jusqu'à l'accouchement. Mais ça a une influence sur le développement du fœtus. Et c'est sans mépriser. Et l'enfant qui est dans le sein de sa mère, son cerveau est connecté au cerveau de sa mère. Tout ce que la mère voit, il voit. Tout ce que la mère sent, il ressent. Tout ce que la mère entend, il entend. Tout ce que la mère mange, il mange. Donc l'enfant qui est dans le ventre voit. La plus majeure partie des difficultés sont plus congénitales. Donc ça veut dire qu'il y a un type de comportement que le papa ou la maman doit avoir pendant le développement fœtal de l'enfant. Tout commence par là. Donc les parents ne sont pas sensibilisés. Donc ce que je peux dire aux parents, les parents doivent aller vers l'information. Voilà, vous êtes enceinte, cultivez-vous. Comment une femme enceinte doit se comporter? Comment l'homme ayant une femme enceinte, quel peut être son comportement? Comment il doit s'occuper de l'enfant pour que jusqu'à l'accouchement, qu'il y ait pas de difficultés. Voilà, donc c'est ce que je peux dire concernant les parents. Vraiment, c'est la sensibilisation. Et il faudrait que, en fait, la psychologie n'est pas dans nos cultures africaines, en fait. C'est ça qui fait le problème. Sinon, dans les pays occidentaux, chaque couple, chaque famille a un psychologue. Mais ici, tout le monde est psychologue. Le grand-père est le psychologue de la famille, le petit frère est psychologue parce que quand il a des difficultés de prise de décision, il suffit d'aller voir quelqu'un et demander des conseils. Il se sent mieux soulagé. Oh, en réalité, ce n'est pas comme ça se fait. Il faut se confier à un professionnel et ce que tu dis au professionnel, ça reste professionnel. Et nous parlons de politique pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. La démocratie à l'occidental ne marche pas en Afrique, selon le président guinéen, le colonel Doumbouya, qui s'est exprimé ce jeudi à l'ONU. À New York, des manifestants guinéens sont venus soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, invité à prendre la parole à l'ONU. Le chef de la junte guinéenne s'est livré à une défense ardente de l'intervention des militaires en politique après une succession de putschs en Afrique. Il a proclamé l'échec du modèle démocratique occidental sur le continent. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblants, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Pour Doumbouya, les États africains doivent être libres de conserver leur neutralité et rompre avec l'ancien ordre mondial en défendant le non-alignement. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. Des opposants au régime militaire de Doumbouya étaient également mobilisés devant le siège de l'ONU, le qualifiant d'assassin. Le coup d'État conduit par le colonel Doumbouya avait renversé le président civil Alpha Condé le 5 septembre 2021. La Guinée avait alors connu des mois de contestation contre la modification de la Constitution par le président Condé et sa réélection à un troisième mandat. Et puis, à 3 mois de l'ouverture officielle de la COP 28, le directeur se dit optimiste tout en affirmant que l'industrie pétrolière et gazière doit faire partie de l'équation climatique. Une planète qui s'est mise sur les rails, a corrigé sa trajectoire et qui sait à stopper le changement climatique avec une biodiversité prospère et de l'air pur. C'est ce qu'espère dans 10 ans le directeur exécutif de la COP28, le prochain sommet des Nations Unies sur le climat. Adnan Amin anticipe toutefois les difficultés. There are a significant number of countries that are opposed to the language of phase out.
the way the COP process works, and I think maybe this is part of the frustration with the COP process, is that it works by consensus. You need only one country to say no, and you don't have an agreement. Ces derniers temps, face à la crise énergétique et à l'inflation, il y a eu quelques retours en arrière, par exemple au Royaume-Uni. Mais que diront les gens de cette COP dans une décennie? I hope they will be saying, we didn't think that a process that we thought was blah blah could achieve an outcome of this sort, but that was the course correction that the world needed to get us to a place of comfort for all of us. Pour parvenir à ces bons résultats, il faudra d'abord trouver le consensus nécessaire. La COP28, c'est du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats Arabes Unis, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde. Nous parlons toujours de réchauffement climatique dans cette édition, journée sans voiture, alors que de nombreuses villes européennes célèbrent donc la dite journée. La ville de Berlin est critiquée pour sa politique favorisant l'utilisation des voitures. Berlin est connue pour être l'une des capitales européennes les plus respectueuses de l'environnement en matière de transport. Mais l'arrivée d'un maire conservateur a marqué un sérieux ralentissement dans le processus visant à réduire le nombre de voitures dans la capitale. Selon les écologistes, de nombreux projets d'aménagement d'espaces sans voiture ont été arrêtés. Ich habe keine Hoffnung für diese Legislatur. Die CDU-Fraktion hat am Freitag einen Entwurf vorgelegt zur Veränderung des Mobilitätsgesetzes. Und da schrauben sie im Prinzip all das, was wir eigentlich als Vorteile in einer nachhaltigen Mobilität für Menschen eingebaut haben, das wird alles zurückgeschraubt auf eine autokorrekte Stadt. De son côté, le Parti chrétien-démocrate soutient qu'il ne fait que rectifier la politique anti-voiture mise en place par les anciens dirigeants. Es gibt nach wie vor in Berlin, so schade wie es ist, viele Regionen, wo man einfach keine vernünftige Erschließung hat mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Es gibt viele Handwerker, es gibt viel Liefer- und Wirtschaftsverkehr. Auch die ganzen Pflegedienste sind nach wie vor aufs Auto angewiesen. Und deren Belange kann man nicht einfach vernachlässigen, sondern man muss schauen, dass man die Belange aller Verkehrsteilnehmer vernünftig in den Blick nimmt. Und das genau haben wir versucht mit dem Mobilitätsgesetz und der Änderung jetzt. Depuis une semaine, plusieurs villes européennes expérimentent la journée mondiale sans voiture. Une initiative visant à promouvoir la réduction de la pollution atmosphérique en ville. Place donc aux piétons, aux cyclistes et aux amateurs de roller ou de trottinettes. Coopération dans cette édition, isolée sur la scène internationale, le président syrien Bachar al-Assad a entamé ce jeudi une visite officielle en Chine, la première dans ce pays depuis 2004, avec l'espoir de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, selon Pékin. Hymnes nationaux, danses et tapis rouges. Bachar el-Assad et sa femme sont accueillis avec honneur en Chine. La pluie n'empêche pas la tenue d'une cérémonie pour leur arrivée. Une première en 20 ans. Objectif principal de cette visite, obtenir des soutiens financiers pour la reconstruction du pays. La guerre civile syrienne en cours depuis 2011 a entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs secteurs cruciaux pour l'économie, dont celui du pétrole. De plus, le pouvoir syrien est soumis à de lourdes sanctions internationales. Pour Damas, cette visite représente une opportunité diplomatique, alors que la Syrie est toujours mise au banc de nombreuses instances internationales, notamment pour l'utilisation d'armes chimiques par le dictateur contre son peuple. Selon l'ONU, Bachar el-Assad est responsable de la mort de plus de 500 000 personnes. Également au programme de ce déplacement, la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques à Hangzhou, dans l'est du pays. La dernière visite de Bachar el-Assad en Chine remonte à 2004. Il s'agissait de la toute première d'un dirigeant syrien depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Pékin en 1956. Depuis, Pékin et Damas n'ont jamais rompu leurs relations malgré la pression internationale sur le président syrien. Il s'agit de la troisième visite du président syrien dans un pays non arabe depuis 2011. Jusque-là, il s'était uniquement rendu en Russie et en Iran, les deux grands alliés du pouvoir syrien. Mais la Chine fait aussi partie de ses alliés. Elle s'était engagée en 2017 à investir 2 milliards de dollars en Syrie et lui a notamment apporté son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon certains analystes, cette visite du président syrien en Chine symbolise également une rupture importante de l'isolement diplomatique de Damas, amorcé cette année avec de nombreux pays arabes. Une normalisation consacrée en mai par le retour de Damas au sein de la Ligue arabe et la participation de Bachar al-Assad à un sommet en Arabie Saoudite.
Et nous revenons au Burkina Faso pour parler de sport et évangélisation. Amener les populations, surtout les jeunes, à connaître Jésus-Christ par le canal du sport. C'est ce qui a justifié la tenue de Maracana pour Christ, initiée par un jeune évangéliste engagé pour la grande commission de Christ. Plus de détails avec Abibalaï Bourema, Yannick Kabogé. Parler de Jésus-Christ à travers le sport, c'est la vision qui a conduit à organiser un Maracana dénommé Maracana pour Christ. La première édition qui s'est jouée sur le terrain du quartier Bonnerville de Ouagadougou est clôturée le dimanche 17 septembre avec l'atteinte des objectifs du promoteur. Maracana pour Christ vient en droite ligne de ma vision pour Christ. Moi, je m'inscris réellement dans l'évangélisation et j'ai utilisé ce canal-là pour mobiliser les jeunes pendant ces vacances autour d'un sport, un sport sain qui, comme on le sait tous, le sport, un puissant facteur de mobilisation. Nous avons réuni 16 équipes et nous avons parlé de Christ tout au long de la compétition. Ce soir, c'est l'apothéose, c'est la grande finale. Le sport étant un puissant facteur de rassemblement, pendant ce Maracana, un message biblique est donné à chaque mi-temps. Ce sont des initiatives très louables. Et je suis ému de ce que j'ai vu ce soir. Et aujourd'hui, l'Église doit saisir toutes les occasions pour annoncer la parole de Dieu. Saisir toutes les occasions et ne pas attendre de grandes campagnes d'évangélisation, ne pas s'attendre à de grands rassemblements, annoncer l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens. C'est la seule manière de préparer l'Église à l'enlèvement. C'est la seule façon de dire au monde que Jésus arrive très bientôt. Et je suis très content pour ce qui se passe ce soir. Et je loue la vision des promoteurs. Et je bénis le peuple de Dieu qui était là. C'était vraiment merveilleux. C'est une vision noble qu'il faut accompagner et ceux qui ont accompagné sont satisfaits pour la réussite de cette première édition. Nous sommes très satisfaits et nous rendons gloire au Tout-Puissant parce que nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints, c'est-à-dire la conversion des gens. 16 équipes ont participé sans distinction de religion. Nous avons appelé tout le monde car nous voulons que tout le monde sache qui est Christ et nous voulons que tout le monde expérimente Christ. Car Christ n'est pas une option, Christ est la solution. Première édition à succès avec des vies données à Christ, les 16 équipes qui ont préparé ce Maracana sont de différentes confessions religieuses car l'idée est que tout le monde sache qui est Jésus-Christ. Ce Maracana pour Christ a aussi prôné la paix et la cohésion sociale. Fin de cette édition, également fin de cette semaine, et nous méditons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4 à partir du verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demanda. Au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Exhortons-nous à adorer Dieu, notre Père, en esprit et en vérité dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons. Fin de cette édition, excellent week-end à tous. Aristide Ouedraogo a réalisé cette édition. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent un an de plus en ce jour.